En France, disparaissent chaque année 50 000 personnes. Un jour, une semaine, un mois, dans 95% des cas, on finit par les retrouver. Les autres 5%, pas de nouvelles, disparues pour de bon. Certaines de ces affaires ont laissé un nom dans l'histoire récente. Godard, Touvier, les disparus de Lyon et bien entendu Mourmelon. Dans ce dossier, ça fait 20 ans que les gendarmes tentent de percer le mystère de ces disparitions en série. Personne ne peut aller poser une fleur sur la tombe, mais je remplace par mon bouquet dans la maison. Je vis avec ma photo et mes fleurs. Et moi, des fois, quand j'arrive de la cuisine, que je regarde mon fils dans les yeux, j'ai l'impression qu'il me dit quelque chose ou que je lui parle. Bon, ben ça remonte le moral et je me dis, bon, je ne t'oublierai pas, je ferai ce qu'il faut faire, jusqu'au bout. C'est au bord de cette route, la nationale 77, que l'on perd la trace de Serge Havet. Le jeune appelé quitte la caserne de Mailly-le-Camp. Comme chaque soir, il rentre chez ses parents près de Reims. Sa voiture est en panne. Il décide de faire du stop. Huit jours plus tard, Gisèle Havet reçoit la visite d'un gendarme. Il m'a dit, votre fils n'est pas rentré à la caserne. Oh, alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, comment? Mais je dis, il n'est pas venu. Et je voyais qu'il regardait partout la maison. Et je dis, vous pensez qu'il est ici? Je dis, non, il n'est pas là, je vous assure. Il est disparu. Alors, il me dit, nous, pour l'armée, c'est considéré comme déserteur. Voilà l'explication officielle. Serge Havet a déserté l'armée. Mais sa famille refuse d'y croire. Il est à 3 mois de la quille et sa fiancée est enceinte. Cette fuite ne lui ressemble pas. 6 mois plus tard, Gisèle Havet découvre dans le journal un avis de recherche avec la photo d'un autre soldat, Pascal Sergent, disparu lui aussi en faisant du stop au bord de la nationale 77. Sa maman donnait le numéro de téléphone, donc j'ai vite appelé sa maman. Et on s'est mis en rapport toutes les deux, et tout correspondait exactement l'une comme l'autre. Et donc on a été appelé au commissaire de la PJ. Alors le commissaire là m'a répondu, écoutez Madame Havet, c'est autant chercher une aiguille dans un tas de foin. Alors voilà ce qu'on nous répondait. Un journaliste de l'Ardennais va entendre la détresse des deux mères de famille. Jean Druard est le premier à consacrer un article à ces deux disparitions. Il ne croit pas à la thèse de la désertion. J'ai une espèce d'intime conviction, c'est difficile à expliquer, il y a quelque chose qui ne me collait pas. Je veux dire, en parlant avec les mamans, ces deux garçons n'avaient pas le profil de déserteurs, ils étaient bien dans leur peau apparemment, dans leur famille, ils revenaient régulièrement chez eux, etc. Donc il y a quelque chose qui apparaissait de bizarre. Et puis il y avait la conviction de ces mères qui se battaient et qui se heurtaient à un mur, personne ne voulait les entendre. Pendant 1 an, j'étais, je crois, le seul à écrire sur cette affaire. Et on profitait de chaque anniversaire. Il y a 6 mois qui sont disparus, toujours pas de nouvelles. C'est Noël, non pas de nouvelles de enfants, etc., pour essayer de maintenir, pour qu'on n'oublie pas, surtout. À l'époque, plus de 7000 soldats désertent chaque année. Évidemment, dans le nombre, le cas de Serge Havet et de Pascal Sergent passe facilement inaperçu. Il y a une espèce de routine administrative, bien sûr, et peut-être que l'armée considérait tout à fait, légitimement ou naturellement qu'il s'agit simplement d'un cas de désertion parmi d'autres. En août 82, à la sortie de Mailly-le-Camp, au bord de la nationale, on retrouve le cadavre d'un jeune appelé, dissimulé, sous les branchages. Il s'agit d'Olivier Donner. Depuis 1 mois, il est signalé comme déserteur de la caserne de Mourmelon. Dans une pleine page de l'Ardennais, Jean Druard fait le lien entre tous ces disparus de la nationale 77. Les points communs, ils sont simples. Tous faisaient leur service militaire dans la même zone.
Tous faisaient de l'autostop sur la même nationale et tous les 3 disparaissent, dont un dont on retrouve le cadavre. Mais pour les enquêteurs, comme pour l'armée, l'explication reste la désertion. Une réponse inacceptable pour les familles. Gisèle Havet refuse de baisser les bras. Elle multiplie les courriers aux hommes politiques, alerte la presse nationale et va jusqu'à faire des fouilles sur le terrain dans l'espoir et la crainte de retrouver le corps de son fils. On allait visiter un puits de 25 mètres du côté de l'armée. On allait visiter les bois. On allait visiter un vieux cimetière de la gare 14, dans les trous. Vous savez, ça fait des drôles d'émotions quand il faut faire ça. Et puis, tout se passait comme ça. Et puis un jour, c'est là que j'ai écrit à M. Bellemare, parce qu'une dame m'a dit « Mais allez donc à l'émission de M. Bellemare ». Vous êtes donc la mère d'un des disparus. De Serge Havet. Oui. Vous nous avez d'abord écrit et puis vous êtes venu me voir lundi dernier. Oui. Et je dois dire que nous avons été tellement émus par votre désarroi que nous avons décidé de bouleverser l'émission de ce soir et de parler dès maintenant donc de ces 3 disparitions aussi douloureuses qu'inexpliquées. Je sais, Madame Havet, tout ce que cela a de pénible, mais supposons que Serge soit à l'autre bout de la caméra. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire pour le convaincre? Surtout qu'il me dise qu'il est en vie, c'est le principal. Simplement. Je ne demande pas qu'il revienne s'il ne le veut pas, mais qu'il me dise qu'il est en vie, simplement. Parce que Cet appel bouleverse la France entière, mais reste sans réponse. Aucun signe des disparus. Une famille s'est pourtant reconnue dans la douleur de Madame Havet, celle de Patrick Dubois, disparu du camp de Mourmelon dans les mêmes conditions en 1980. La liste s'allonge. La presse crée le mythe du triangle de Mourmelon sur le modèle du triangle des Bermudes. Les rumeurs les plus folles courent sur ce camp militaire. Expérience top secrète, trafic de drogue, réseau de prostitution, enlèvement extraterrestre. Le silence de l'armée entretient tous les fantasmes. L'enquête est au point mort, jusqu'au jour où un nouveau capitaine de gendarmerie arrive à la tête de la section de recherche de Reims. 3 semaines après sa nomination, un jeune homme se volatilise sur la rocade de Châlons-en-Champagne. Eh bien, le 23 août 85, Denis Patrice a été déposé par un collègue de travail sur cet axe autoroutier. Il lui a indiqué qu'il devait se rendre dans cette direction vers Reims pour faire le stop. Et ensuite, à une dizaine de kilomètres, il devait prendre la route qui le conduirait à Mourmelon-le-Grand. Quelle était sa destination à ce jeune homme, ce jour-là? Eh bien, il se rendait à Mourmelon-le-Grand pour participer à des tirs de fusée expérimentales organisés par une association. Et il était déjà venu 1 mois auparavant sur le site de Mourmelon tirer des fusées. Donc il connaissait bien le site sur lequel il se rendait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on n'a plus de nouvelles de Denis Patrice. Cette fois, l'enquête démarre. À la différence des appelés, il n'y a pas d'explication toute faite à cette disparition. Lui, il était civil, donc il ne pouvait y avoir de thèse de désertion le concernant. Lui, on était dans le cas de la disparition de majeurs, purement et simplement. Et on ne pouvait pas accepter que, déposé ici pour aller sur un site où il était attendu, où il était venu précédemment, on puisse considérer qu'il était une disparition volontaire. Joël Vaillant décide de tout reprendre à zéro. Il ressort un à un les dossiers des désertions dans la région, cherche les points communs, découvre le cas d'Emmanuel Carvalho, un autre soldat disparu en 1981. Les familles sont de nouveau entendues et surtout l'armée ouvre ses portes. Des milliers de soldats sont interrogés. Un travail méthodique, acharné, pour aboutir à une certitude. Et on va démontrer qu'il y avait un certain nombre de points concordants dans ces disparitions. La première, c'est qu'ils disparaissaient tous un jeudi soir ou un vendredi soir, dans un créneau horaire, on va dire 16h, 19h, sur des axes situés, je dirais, autour de Reims-Châlons. Ensuite, que tous pratiquaient l'autostop. Troisièmement, qu'aucun d'eux n'était arrivé à destination. Quatrièmement, que du jour au lendemain, ils avaient complètement disparu de la circulation et que nulle part on ne trouvait trace
de mouvement ou d'indication. Et puis, cinquièmement, on avait la conviction que ces jeunes n'avaient pas l'intention de déserter. Donc c'est progressivement que l'on va démontrer des liens, faire la corrélation entre les militaires et le civil, et conduire les investigations en disant on est plus progressivement vers une hypothèse de nature criminelle. C'est officiel. Les gendarmes sont sur la piste criminelle. L'armée leur prête main forte pour fouiller la forêt, sonder les puits et les plans d'eau à la recherche des corps. Aucune piste n'est négligée, même celle fournie par des voyants ou des radiesthésistes. En vain. En août 87, à 200 km de là, un jeune autostoppeur irlandais, Trevor O'Keeffe, est retrouvé, assassiné, au bord de la route. Et là, il est découvert enterré et il a été étranglé. Son corps a été découvert dans l'Aisne, entre Laon et Saint-Quentin, en bordure de l'autoroute, et ses effets vestimentaires ont été découverts plusieurs mois après, en bordure du lac du Der vers Vitry-Françoise. Ce qui veut dire que nécessairement, il est passé dans la zone, ce que l'on appelle le fameux triangle des disparus. Le meurtre est signé. Le jeune autostoppeur a été étranglé avec une cordelette. C'est une technique de combat. Au même moment, un nouvel appelé, Patrick Gache, manque à l'appel au 4e régiment de dragons de Mourmelon. Pour les enquêteurs, c'est clair. Ce sont 2 nouvelles victimes d'un seul et même homme. On a établi une espèce de portrait robot qui est assez schématique, mais pour nous, c'était un solitaire, un pervers sexuel, et ensuite qui maîtrisait les techniques commando et qui était un militaire ou un ancien militaire, et qui, nécessairement, avait dû séjourner pendant de nombreuses années dans notre région, en Champagne-Ardenne. Le 9 août 1988, au bord d'une voie sans issue, un gendarme remarque un combi Volkswagen. Contrôle de routine, le conducteur affirme être seul, mais à travers les rideaux, le gendarme aperçoit une forme humaine sous une couverture. Et là, ce gendarme qui parle anglais va être interpellé par un jeune homme qui est attaché, ligoté, et qui va lui dire « Elpemi, aidez-moi, aidez-moi ». Et à partir de là, donc, va commencer l'affaire Chanal. L'adjudant-chef Pierre Chanal est le propriétaire du combi. Sa victime, un jeune autostoppeur hongrois, nu, enchaîné, à demi étranglé. Il a subi des sévices sexuels pendant près de 20 heures. Pour les enquêteurs comme pour les familles, l'énigme des disparus de Mourmelon semble résolue. On a un adjudant qui a servi pendant des années au 4e régiment de dragons. Autrement dit, au régiment d'origine de l'essentiel des disparus, qui, au moment des dernières disparitions, n'est plus en poste sur Mourmelon, il est à Fontainebleau, mais qui va, par coïncidence, être présent à Mourmelon lors de ces disparitions. On a un solitaire, on a quelqu'un qui a un comportement sexuel déviant et caché, et c'est très exactement ce qu'on recherchait. Hein. Mais Chanal se dit innocent. Reste donc à trouver des preuves matérielles. Loïc Leribaud, expert scientifique auprès des tribunaux, passe le minibus de Chanal au peigne fin. Je suis resté 2 jours à explorer, vider le combi, à faire les prélèvements à l'intérieur. Donc j'ai trouvé de nombreux cheveux, plusieurs centaines de cheveux à l'intérieur, de nombreux objets également qui ont été saisis, mis sous scellés. Parmi ces objets, une pelle pliante sur laquelle se trouve de la terre. On m'a demandé de faire une analyse comparative entre cette terre et la terre de l'endroit où le jeune Trevor O'Keeffe, son corps avait été découvert. Mais la conclusion, c'était que les 2 terres étaient identiques. Par conséquent, la pelle de Pierre Chanal a servi à creuser la tombe de Trevor O'Keeffe. L'avocat de Pierre Chanal demande une contre-expertise. Les terres sont bien identiques, mais la conclusion des experts est différente. On a réussi à démontrer que cette terre, on pouvait la retrouver en de nombreux endroits de France, que c'était du Crétacé d'une époque qui pouvait très bien se trouver à Chalon-sur-Marne ou à Saint-Quentin. Et du coup, tout est tombé en déliquescence. Du coup, lorsque l'ancien adjudant-chef se présente devant ses juges à l'automne 90, c'est uniquement pour le viol du jeune Hongrois. Il est condamné à 10 ans de prison.
Les enquêteurs, à ce moment-là, se sont dit qu'ils avaient du temps. Pour peaufiner l'enquête dans la mesure où Chanal allait être jugé et qu'il allait être nécessairement condamné à une peine importante. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, ils ont laissé passer le train. Ils ont commis l'erreur de laisser le dossier s'enterrer au cabinet d'un juge d'instruction à Châlons. Il faut attendre 1993, soit 5 ans après son arrestation, pour que Pierre Chanal soit inculpé dans l'affaire des disparus. Un cheveu prélevé dans son minibus a parlé. Il appartiendrait à l'un des disparus, Patrick Gache. Une inculpation, puis plus rien. Le mystère demeure et Chanal est libéré. Il a purgé sa peine. Pour les familles des disparus, c'est l'incompréhension. On est tous déçus parce qu'on ne comprend pas, la justice. C'est ça le hic. Le point d'interrogation, c'est la justice. Parce qu'on a quand même des avocats, on a tout et rien ne sort. À ce jour, Chanal n'a pas fait un jour de détention provisoire effectif dans l'affaire des disparus. Et il est aujourd'hui effectivement libre, sous contrôle judiciaire. La notion de contrôle judiciaire est une notion assez large, c'est-à-dire qu'il doit pointer à la gendarmerie. Il n'a pas, par ailleurs, le droit d'utiliser un véhicule automobile. Son permis de conduire lui est confisqué depuis. Le dossier semble sur une voie de garage. Les enquêteurs et les familles sont découragés. Mais le juge ordonne de nouvelles expertises, des expertises génétiques cette fois-ci. Il convoque les parents pour une prise de sang. Il s'agit de comparer leur profil ADN à celui extrait des cheveux prélevés dans le combi de Chanal. Mais ceux qui ont disparu, ils ont eu une vie avant de disparaître. Et par conséquent, ils ont pu passer par le combi de Pierre Chanal. Est-ce pour autant que Pierre Chanal les a fait disparaître? Telle est la question. Et personnellement, je réponds par la négative. Ça fait 8 ans que nous claironnons, renvoyer ce dossier devant ces juges, et nous verrons bien. Et donc, moi, je suis certain que le temps passant et les gens parlant du dossier, on diminue l'impact des preuves dont on dispose. Alors, les avocats ne sont pas là pour plaider en dehors du prétoire. Donc, je ne vais pas plaider aujourd'hui. Allons-y. Vous avez un élément dans un dossier, dans une disparition. Vous avez un autre élément dans une autre disparition. Vous avez un troisième élément. Vous avez un quatrième élément. Et quand vous réunissez tous ces éléments-là, mais vous avez quelque chose qui est quelque chose de tout à fait saisissant. Et puis c'est tout. Vœu exaucé. Chanal devrait passer en cour d'assises dans les mois à venir. Il aura fallu plus de 20 ans à la justice française pour que le suspect soit amené devant les juges pour y répondre de ses actes. Alors bien sûr, l'affaire des disparus de Mourmelon est d'une ampleur exceptionnelle. Mais il y a des disparitions dont on ne parle jamais, qui ne font jamais la une des journaux. Et il semble qu'on en rapporte une centaine par jour dans les commissariats de police et les gendarmeries de France. Et à Paris, une brigade spéciale est mobilisée pour enquêter sur ces disparitions. Alain Dubois, vous êtes un ancien policier et vous avez passé 12 ans à la tête du 9e cabinet de délégation judiciaire, qu'on appelle aussi le service des disparus, et qui est un service unique en France, qui n'existe qu'à Paris. Pourquoi? Simplement parce qu'à Paris, ce service traite environ 2500 cas de disparition chaque année. Et qu'on peut effectivement utiliser des fonctionnaires à temps complet pour ne travailler que là-dessus. C'est vrai qu'en province, on aurait beaucoup plus de mal, à Brive-la-Gaillarde ou à Dunkerque, d'utiliser des gens qui ne feraient que cela. Donc, si on disparaît à Marseille ou à Brive-la-Gaillarde, qu'est-ce qui se passe? Le gros problème au niveau de la province, c'est que les fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui traitent toutes sortes d'affaires, le vol, l'abus de confiance, etc., ne sont pas nécessairement rodés aux difficultés, aux cas particuliers des disparitions, surtout lorsqu'il s'agit de personnes majeures. Par méconnaissance du sujet, tout simplement. Et on a tendance à penser qu'un adulte a le droit de disparaître et que par conséquent, il n'y a peut-être pas lieu à procéder à des investigations. On s'aperçoit, nous, à Paris, que quand on fait ça à temps complet, eh bien, c'est nécessaire d'écouter les familles, c'est nécessaire d'entreprendre immédiatement les recherches, et les conclusions sont, des fois hélas, suffisamment tragiques
pour qu'on se rende compte que c'est ça la bonne méthode. Ah, mais la limite, c'est que si la personne disparue est hospitalisée à Brive-la-Gaillarde, vous ne le saurez pas, car vous n'avez pas accès aux fichiers de province. Là se pose effectivement un problème, à savoir que ce service unique qui existe à Paris n'a une compétence, bien sûr, que dans le ressort de la préfecture de police. Mais l'expérience me conduit à penser qu'il serait sans doute très utile de créer un service central au ministère de l'Intérieur, qu'on pourrait appeler l'Office des disparus, et qui regrouperait toutes les déclarations de disparition sérieuses de France, toutes les découvertes de corps inconnus découverts sur notre territoire et toutes les découvertes de personnes hospitalisées, comateuses ou sans identité connue. Ça impliquerait également d'avoir au niveau régional, au niveau des SRPJ, services régionaux de police judiciaire, des antennes avec des fonctionnaires, un ou deux, qui seraient rodés, qui seraient formés à ce travail de disparition. Vous savez que ce qu'il y a d'incroyable dans cette histoire, c'est que ça n'existe pas déjà, qu'on n'ait pas pensé à faire se rencontrer tous ces gens qui travaillent chacun dans leur coin sur des personnes qui potentiellement se déplacent sur le territoire. J'ai souvenir d'un jeune homme qui était disparu de la région parisienne et que nous n'étions pas parvenus à retrouver dans un délai raisonnable d'une quinzaine de jours. Au bout de 15 jours, la famille avait souhaité faire passer une petite annonce dans un quotidien. Et le lendemain de la diffusion de la photo de ce disparu, il était retrouvé simplement parce qu'une infirmière qui avait lu ce journal avait reconnu sur la photo un des patients qui était hospitalisé amnésique dans son service. Ce qui montre bien que malgré les diffusions que nous avions pu faire avec son signalement, eh bien ça n'a pas le même impact certainement. Et les fichiers ne se croisent pas, voilà, pas encore. Pas encore. Souvent, Alain Dubois, les familles de disparus se plaignent que la police n'en fait pas assez. Est-ce que vous qui avez quitté ce service aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est le cas? On trouve toujours que l'enquête n'avance pas assez vite, que les recherches ne sont pas suffisantes. Or, le policier est bien tenu quand même de respecter un certain nombre de règles, celles du Code de procédure pénale. On ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de choses. Il faut quand même respecter la législation et la loi. Dans le droit français, actuellement, le fait de disparaître ne constitue pas une infraction. Tout le monde a le droit de disparaître. Beaucoup donc de disparitions d'adultes dans notre pays et bien sûr des disparitions d'enfants. Sans doute moins qu'on ne l'imagine, 13 cas de disparition d'enfants non résolus ces 10 dernières années. Et on a tous en tête des prénoms, Marion, Yanis et Ludovic. Le portail noir là, c'est là où habitaient les parents de Ludovic. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, ça s'est passé un soir, après 18h, je pense. Le petit garçon a traversé la rue et il est parti dans cette direction pour aller au bureau de tabac où sa maman l'avait envoyé acheter des cigarettes. Et puis il n'est pas revenu. 4 jours après sa disparition, toujours aucune nouvelle de Ludovic. Jeudi soir, Ludovic et ses 2 frères vont dans ce bureau de tabac acheter des cigarettes pour leur père. Sur le chemin du retour, ils traversent cette place, la place de la République de Saint-Martin-d'Hères. C'est alors qu'un homme coiffé d'un casque de moto bleu lui a proposé des bonbons pour l'aider à retrouver son chien loup. Je me rappelle qu'un moment après, les parents ou de la famille cherchaient le gamin partout, puisque même son frère était revenu au magasin en disant il y a quelqu'un qui est parti avec mon frère pour aller chercher le petit chien, et ses parents, le cherchaient en demandant si nous on avait vu quelque chose. On avait vu les gamins quand ils étaient venus, après on les a plus revus. Malgré de nombreuses recherches, l'enquête n'a pas progressé. Les hélicoptères de la sécurité civile se sont joints aux forces de police qui recherchent Ludovic. Crime de sadique, l'absence de cadavre laisse une chance à l'hypothèse que l'enfant ait été enlevé par un couple en mal d'affection. Je leur dirais de me rendre mon enfant et puis pas de lui faire de mal. Parce que c'est quand même mon fils. Puis je l'aime. Mais rendez-moi mon fils. On ne mérite pas ça. C'était le 17 mars 1983. Les années ont passé. Marilyn Janvier n'a toujours aucune nouvelle de son fils. Ludovic avait 6 ans et demi lorsqu'il a été enlevé. Il n'y a pas un jour qu'on n'y pense pas. On est bien obligé d'y penser de toute façon. C'est clair, c'est ça. Il est dans ma tête et dans mon cœur. Aujourd'hui, la police ne cherche plus Ludovic.
Au moment des faits, il y a eu d'abord l'incompréhension, puis la peur et enfin l'attente. Des années sans jamais aucun signe de vie de Ludovic. On se dit, il est peut-être parti voir un camarade, alors peut-être qu'il va rentrer, mais c'est pas possible qu'il ait disparu parce que pendant 2 jours, on se disait, il n'a pas pu partir comme ça, il est pas. Puis en fin de compte, les jours passent, les semaines, les mois, et puis c'est toujours pareil. Alors on se dit, c'est pas possible. Et puis on vit comme ça. Marilyn Janvier habite aujourd'hui loin de la banlieue de Grenoble où son fils Ludovic a disparu. Longtemps, les faux espoirs se sont succédés, des coups de fil, essentiellement au domicile des parents. Un jour, on nous a téléphoné, on m'a dit que mon fils était mort. Alors, qui vous a téléphoné? Vous savez, des gens, ou alors ça ricanait au téléphone. Ça faisait, ou ça pleurait comme des bruits d'enfants. Et comment vous avez réagi à ce moment-là? Moi, je les envoyais balader, et puis c'est tout. Puis après, je me mettais à pleurer. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? À 700 km de là, la Sarthe, la région d'origine de la famille Janvier. Jérôme, le frère aîné de Ludovic, sa sœur Virginie et leur grand-mère rendent visite à l'une de leurs tantes. Des chaises, hein, Ah bah oui, de chaque côté, t'avais ça, c'est bien. Je vais vous ramener par contre les pauvres. C'est pas chaud. Hein. Aujourd'hui, Jérôme est adulte. À l'époque, il n'avait que 8 ans. Il est le seul témoin de l'enlèvement de son petit frère. Il y a un monsieur qui était à côté de la mairie où il y avait une flaque d'eau. Il a dit, si tu cherches mon chien loup, je t'achèterai des bonbons. Et puis moi qui aimais les bonbons, alors je l'ai écouté. Et on a été chacun de notre côté. Et j'ai dit à ma maman puis à mon papa, il y a un monsieur qui cherche le chien loup avec Ludovic. Alors ma maman et mon papa ils sont précipités pour voir où il était. Et puis il était plus sur la place. Ça m'est même arrivé d'en parler à des copains, de dire j'ai mon frère qui a disparu. Ça me fait chier, quoi, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu, j'aimerais bien. Puis on a le même âge, on aurait pu faire plein de choses ensemble. Le pire, c'est que des fois, on me croyait pas. On me croyait pas que mon frère avait disparu. C'est ça le pire. Ça fait mal. En fait, on croyait que j'inventais une histoire, quoi. Après l'enlèvement de Ludovic, la police convoque Jérôme au commissariat pour tenter d'identifier le ravisseur. Pendant plusieurs jours, des dizaines de suspects défilent devant ses yeux d'enfant. Pour la famille et les enquêteurs, un espoir énorme que Jérôme reconnaisse l'homme au chien loup. En faisant tout ça, je pensais qu'on allait le retrouver vite. Alors ça me dérangeait pas, au contraire, quand il venait me chercher, j'étais tout content parce que je croyais que la semaine d'après, on allait le retrouver, quoi. Et puis il est toujours parti, quoi. C'est pas comme quand on perd quelqu'un dans un accident de voiture. Hein. Bon, on sait que malheureusement il est décédé, mais on sait où il est. Hein. Que là, bon, dans l'attente, pour tout le monde, pour tous ceux qui l'ont quand même côtoyé et puis qui l'ont eu. Ce qui manque, c'est quoi? C'est de pas connaître la vérité. Voilà, c'est ça. Savoir où il est, savoir ce qu'il est devenu, savoir s'il est bien, s'il est mal, si. Pour Noël, il nous manque quelque chose. Pour son anniversaire, il nous manque quelque chose. Vous y pensez souvent à lui? Assez souvent quand même. Je pourrais jamais oublier. Je pourrais jamais oublier. Des semaines, des mois, des années ont passé. S'il est encore en vie, Ludovic est aujourd'hui un jeune homme. Pour les besoins d'une émission, son portrait a été vieilli aux États-Unis grâce à une technique informatique. Sur cette photo, il a désormais l'âge adulte. Il est parti et c'était encore un petit garçon et dans ma tête... Comme ça? Ouais, c'est toujours un petit garçon comme ça. J'ai du mal à imaginer qu'il pourra être autrement, quoi. Déception,
la diffusion de ce portrait ne donnera rien. Et durant plusieurs années, voyants et radiesthésistes se manifestent auprès de la famille. Cette lettre, par exemple, reçue par la grand-mère de Ludovic 3 ans après la disparition de son petit-fils. J'ai effectué sur votre petit-fils une recherche de radiesthésiste et peux pour vous assurer que votre petit-fils est bien vivant, mais certainement à l'étranger. Elle date de quand, cette lettre? Cette lettre-là, 86, 24/11/86. Et depuis, il n'y a toujours rien. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Mais en fin de compte, jusqu'à présent, vous vous rendez compte, je me demande. Une déception de plus. Au fil des années, l'enquête n'avance plus. Des dizaines de suspects ont été interrogés, en vain. La famille continue à suivre les investigations de très près. Partout que je pouvais passer, moi je passais. Hein. Qu'est-ce qu'on vous répondait à chaque fois? Qu'est-ce que vous voulez qu'il me réponde? Il dit c'est toujours pareil, que ça piétine. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, le commissaire, à chaque fois que j'allais à Grenoble, à chaque fois il me voyait. Je vous dis franchement, hein. C'était plus fort que moi, il fallait que j'aille. Hein. 2 ans après les faits, un suspect a pourtant été arrêté. C'est un homme de la région. Mais les faibles charges qui pèsent sur lui se révèlent vite insuffisantes. Le suspect est relâché et bénéficie d'un non-lieu. Suivra également la découverte d'un squelette d'enfant dans une grotte de la région. Nouveau rebondissement. Est-ce le corps du jeune garçon? Mais l'examen du squelette prouve le contraire. L'enquête revient au point de départ. L'affaire Ludovic reste une énigme. Le mystère s'épaissit en 1993, soit 10 ans après la disparition du petit garçon. Nicole Langlais, sa grand-mère, reçoit à cette époque d'étranges appels téléphoniques. Elle les note tous au fur et à mesure sur son cahier. Le 13 juin 1993, un coup de téléphone à 18h15 d'un gars qui ne parlait pas français. Le 27 mars 1996, 2 coups de fil à 11h du matin. Pour moi, c'était toujours le même qui me téléphonait. Et c'est quand même pas vieux. Et il parlait d'une langue, vous savez, moi je ne pouvais pas comprendre sa langue. Il n'y avait rien à faire. Il s'énervait au téléphone, je le voyais bien. Moi je m'énervais, forcément. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Comprendre qui, quoi? C'est ça, hein. Vous avez essayé d'en parler aux enquêteurs? Aux enquêteurs? Aux policiers? Vous avez parlé aux policiers, aux gendarmes? Moi, à Grenoble, j'ai téléphoné à Grenoble. J'ai dit, écoutez, j'ai reçu des coups de fil. Il me dit, on n'a pas le temps de s'occuper de vous. Qui c'est qui va s'occuper de nous? Personne. Alors, c'est pour ça que moi, je ne peux pas admettre. Il y a des choses que je ne peux pas admettre. Mais en 93, pour la justice, l'enquête est close. Il n'y aura pas d'investigation supplémentaire. Les mystérieux coups de fil ont aujourd'hui cessé. Reste une famille, seule, isolée, et qui ne trouve toujours pas de réponse à ces questions. On n'a jamais baissé les bras, sauf qu'on n'a pas les moyens de pouvoir aller comme on voudrait aller. Ça aurait été peut-être plus bougé si on aurait eu les moyens de pouvoir le faire. On n'a pas les moyens. Autrement, on aurait peut-être pu avoir des pistes, je sais pas, engager un détective privé. C'est faute de moyens. Aujourd'hui, la question est pourtant toujours la même, et toujours aussi douloureuse. Ludovic a-t-il été victime d'un crime ou enlevé par un couple sans enfant? Est-il en France ou à l'étranger? Ludovic est-il mort ou vivant? Malgré le silence, sa famille s'accroche à l'espoir, aussi mince soit-il. Le pire, on n'y a jamais pensé en fait. Le pire, non. Pour quelle raison? Parce qu'on veut pas, on veut pas. Ça ferait trop mal de savoir, je sais pas, même si demain on le retrouve, ça va être une deuxième explosion, quoi. Puis là, je sais pas ce que... De voir déjà comment ça a rendu mes parents... Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai pensé déjà au pire. Puis après, je suis revenue à la raison, je dis mais non, c'est pas possible. Maintenant, je pense qu'il est vivant. Je vais pas me rendre à l'évidence, voilà. Pour moi, il est vivant. Enfin, je sais pas, je sens qu'il est vivant.
Pour moi, je sens qu'il est vivant. De toute façon, j'ai pas le droit de croire qu'il est mort, puisque de toute façon, on l'a pas retrouvé. Alors, tant que je l'aurais pas retrouvé, pour moi, il est vivant. Docteur Xavier Pomereau, toutes les familles d'enfants disparus le disent. Au fond, elles préféreraient qu'on leur présente un corps et qu'on leur dise « c'est celui de votre enfant, il est mort », plutôt que cette attente insupportable. Pourquoi ? Mais oui, parce que je crois que, si vous voulez, c'est un peu un abus de langage que de confondre disparu et défunt. En réalité, le défunt, il est mort parce qu'on a son corps mort, et puis on sait qu'il est mort, et donc toutes les choses, aucun doute n'est possible. Le disparu, comme le renvoie le verbe disparaître, ça veut dire cesser d'être visible, absent, mais on ne sait pas si le disparu est mort ou vivant, et en quelque sorte, il continue par son entité double, à la fois charnelle et spirituelle, à hanter la mémoire de ceux qui restent. Et évidemment, les gens se disent « mais est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il pense à nous? Est-ce qu'il ne pense pas à nous ?» Ils sont tout le temps, pris par ces interrogations qui, bien entendu, les rongent et les font fou. Vous dites qu'il hante leur vie, ça veut dire qu'il est là, omniprésent à chaque minute. Il est omniprésent dans leur mémoire et il est même souvent omniprésent dans les espaces. Le disparu, on l'a vu à tel endroit, on l'a revu là, on l'a vu au même endroit ou à des endroits différents au même moment. Enfin, il y a véritablement une persécution, en quelque sorte, par l'entité du disparu auprès des proches. Ce que disent aussi les familles, c'est que la police ne s'occupe pas assez d'eux, et ça revient dans toutes les affaires. On ne s'occupe pas de leur malheur, et au fond, personne ne parvient à les soulager. Et oui, parce que, bien entendu, ils sont en quête d'un signe, d'un geste, d'une nouvelle, de quelque chose qui va venir leur dire « mais il n'est plus disparu tout à fait, on sait quelque chose à propos de lui ». Alors évidemment, ils ont bien entendu tendance à demander de l'aide auprès de leur entourage, auprès de la police, et très souvent, lorsque la police, qui bien sûr fait son travail, leur dit que maintenant on ne peut plus refouiller de nouveau tel endroit, etc., eux ont le sentiment très souvent qu'on ne fait pas tout pour retrouver le proche qui a disparu. Il y a comme un décalage entre le caractère très réaliste du discours de la police et le caractère irréel de cette présence. Absolument. C'est deux réalités qui ne peuvent pas se conjuguer tout à fait. Et je crois qu'il faut dire avec force que probablement dans l'échelle de Richter, si je puis dire, du malheur humain, la disparition d'un proche, au sens où je viens de vous le dire, c'est-à-dire quand on ne sait pas ce qu'il est devenu, c'est quelque chose d'abominable, de terrifiant, qui fait souffrir et qui rend les gens très malheureux à deux titres. Parce qu'après tout, soit le disparu est vivant et plutôt bien portant, auquel cas il est un peu contre ses proches, et les proches le vivent comme un abandon, comme quelque chose de terrible, comme une sorte de trahison, ou bien ils imaginent qu'il est vivant, mais très malheureux, voire torturé. Et là, bien sûr, ils ont le sentiment qu'ils devraient faire davantage pour lui venir en aide. Ils se sentent impuissants. Et donc, cette espèce de situation double leur provoque une souffrance et une culpabilité qui est très, très importante. Bénédicte, elle, n'est pas une adolescente, c'est une adulte. Elle a disparu au mois de février 2000, en plein centre de Paris, sur l'île Saint-Louis, et elle n'a toujours pas été retrouvée. Dans la nuit du 26 au 27 février 2000, au 3e étage de cet immeuble de la rue Boutarel, des flammes jaillissent de la fenêtre d'un studio qui donne dans une cour intérieure. Dans cette pièce de 15 mètres carrés, une jeune fille dort. C'est Bénédicte. Elle a 27 ans. À 2h du matin, elle est réveillée par l'incendie. Elle quitte précipitamment son studio sans même prendre le temps de s'habiller. Elle dévale l'escalier jusqu'à l'interphone et presse tous les boutons afin de donner l'alerte à ses voisins. À peu près 2 minutes après, il y a quelqu'un frappé sur la porte très 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 fort. Voilà, j'ouvre la porte et voilà, je vu Bénédicte avec juste une couette. Elle demandait qu'est-ce qui se passe et il m'a dit il y a un feu à 3e étage. Et je dis c'est grave ou pas? Il m'a dit oui, c'est très grave. Andrew est l'une des dernières personnes à avoir vu Bénédicte vivante. Un autre voisin lui prête un jean et un pull. Elle les enfile dans la cage d'escalier, mais elle reste pieds nus.
Dans la cour, les habitants de l'immeuble attendent l'arrivée des pompiers. Bénédicte reste seule, comme frappée de stupeur. Puis elle disparaît. Comment vous avez appris ce qu'il s'était passé? Eh bien, ce dimanche matin, par un coup de téléphone du commissaire de police du 4e arrondissement, nous prévenant qu'il y avait eu un incendie dans la nuit dans notre studio et que notre fille avait disparu. Nous sommes rendus dans l'après-midi au commissariat de police et là, on nous a fait deviner, entendre, qu'au moment où l'incendie a eu lieu, un témoin avait vu un corps flotter dans la Seine, apparemment un corps d'homme, et que la police envisageait sérieusement la thèse du suicide. Mais avec le caractère de notre fille, nous avons rejeté cette idée de suicide. Et donc nous avons décidé de chercher la vérité coûte que coûte et de la trouver. Ça fait déjà 15 heures que Bénédicte a disparu. La police s'en tient à la règle. C'est la loi. Une personne majeure a le droit de disparaître. Nous avons demandé ce qu'il fallait faire et ce que pouvait faire la police. Il nous fut répondu que notre fille de 27 ans était majeure et que la police ne pouvait rien faire contre la disparition des majeurs. Dès le lundi matin, l'enquête sur la disparition de Bénédicte est confiée au 9e cabinet de délégation judiciaire, le service des disparus. Michel Offray dirige ce service. Tous les matins, il dépouille et trie les télégrammes transmis par les commissariats signalant les disparitions inquiétantes de majeurs à Paris et en proche banlieue. Ça, ce sont les disparitions de ce matin, disparitions où les personnes ne sont pas retrouvées. Il y en a une dizaine, je crois, je ne les ai pas comptées exactement, mais c'est ça, il y a une dizaine. C'est à peu près notre lot quotidien. Les enquêtes qu'on mène en matière de disparition sont des enquêtes de police. C'est-à-dire qu'on fouille. On fouille, on essaye de comprendre. Quand la disparition se résout à court terme, ok, très bien, pas de problème. Si elle dure, on cherche tant qu'il y a des éléments à exploiter. Cependant, pas de perquisition ni d'interrogatoire. L'essentiel de l'enquête se fait par téléphone. Ici, pas d'ordinateur. C'est dans ce simple fichier que sont conservés les dossiers des personnes disparues. Environ 2500 par an à Paris. 5% des dossiers restent sans explication. Le plus déprimant, c'est quand on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose de grave, notamment un homicide, et qu'on n'arrive pas à le démontrer parce que ça demeure à l'état d'impression. Il n'y a pas d'éléments objectifs permettant d'étayer ça. Les amis de Bénédicte, eux, s'engagent dans une véritable enquête de terrain. Sabine et Julien sont les premiers à se mobiliser. Ils entreprennent d'interroger tous les riverains. 3 jours après la disparition de Bénédicte, eh bien, on a fait donc les avis de recherche. Et donc après, on a fait toute l'île Saint-Louis, les commerçants, toute la rue, tous les locataires. Parce que si quelqu'un de la rue, peut-être à l'extérieur, a peut-être vu quelque chose ou autre, donc on a donné donc à tous les habitants de la rue. Et le plus dramatique, c'est que ça n'a strictement rien donné. On n'a eu aucun écho, on a dû en faire approximativement plus de 300 en tout. Il frappe également aux portes des organismes qui auraient pu accueillir Bénédicte. Le SAMU, la Croix-Rouge, Emmaüs, les hôpitaux. Et là, à 2 pas de la rue Boutarel, ils vont découvrir un élément qui a peut-être son importance. Ils ont déjà une longueur d'avance sur la police. On a commencé par l'Hôtel Dieu, parce que c'est l'hôpital le plus proche de l'appartement de Bénédicte. Et on a appris finalement qu'elle avait été admise aux urgences le soir de son incendie vers 1h du matin. Et on a appris qu'elle pensait être enceinte et qu'elle était, ce soir-là, elle n'était pas très bien apparemment. L'éventuelle grossesse de Bénédicte n'a pas été confirmée. D'après l'interne qui l'a auscultée ce soir-là, elle paraissait angoissée. Alors il lui a donné un calmant et l'a laissée rentrer chez elle. 1 heure plus tard, l'incendie éclate dans le studio. Mais à mon avis, elle le savait bien avant et je ne pense pas que c'est ça qui a fait que Bénédicte, suite à l'incendie, je suis enceinte, je disparais, c'est pas logique.
Pourquoi Bénédicte a-t-elle disparu cette nuit-là? Comment a-t-elle pu partir pieds nus sans que personne ne la voie? Le mystère persiste. Dans le studio de Bénédicte, Sabine et Julien gardent encore l'espoir de trouver l'explication à la disparition incompréhensible de leur amie. Incendie volontaire, accidentel ou criminel? Cigarette mal éteinte, court-circuit? Pas de réponse. Et là encore, pas d'enquête de police. Autre détail étrange, carte bleue, chéquier, carte d'identité, tous les papiers de Bénédicte ont été retrouvés dans son studio. Aucune opération n'a été effectuée sur son compte bancaire. 48 heures après la disparition, dans les débris calcinés qui jonchent le studio, Julien fait une découverte. J'ai retrouvé le journal intime, ça correspondait à la période de la fin de l'année en fait. Décembre, début janvier. Donc c'était assez proche de sa disparition et ça nous a permis de comprendre un petit peu quel était son état d'esprit à ce moment-là. Si elle avait des envies suicidaires ou pas. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, elle n'est pas du tout suicidaire, elle est tout à fait normale et rationnelle comme on la connaît. Donc maintenant on recherche les écrits qui datent du mois de janvier jusqu'au mois de février et on ne les trouve pas. Pardon. Donc au bout d'un mois, on a contacté un détective privé parce qu'on s'était rendu compte qu'au niveau de nos recherches, etc., c'était fini. On ne pouvait plus avancer. La piste du suicide de Bénédicte ne peut pas être totalement écartée. En effet, sur le plan statistique, il existe encore une possibilité. Bien que la Seine, dit-on, rend les corps, il reste encore la possibilité que Bénédicte se trouve finalement au fond de la Seine, peut-être bloquée par des branchages ou quelque chose. Avril 2000, Roger-Marc Moreau reprend toutes les investigations à zéro. Première étape, l'enquête de voisinage rue Boutarel. Coût pour les parents, 30 000 francs. L'audition des voisins était un élément capital dans le dossier. En effet, ça nous a permis de comprendre pourquoi, vraisemblablement, Bénédicte, ce soir-là, était partie alors que le feu était dans son appartement et que les pompiers arrivaient pour l'éteindre. Un voisin va lui prêter un jean et un pullover. Et c'est lorsque nous allons l'entendre que nous allons apprendre que dans le dit jean, il y avait une somme d'argent de l'ordre de 100 francs. Grâce à cette somme d'argent, Bénédicte pouvait aller téléphoner à un proche. Qui a-t-elle voulu prévenir? Pour le détective, là réside l'explication à l'absence de Bénédicte. Il conseille alors aux parents de porter l'affaire devant la justice avec l'aide d'un avocat. Le 10 avril 2000, les parents portent plainte pour enlèvement et séquestration avec constitution de partie civile. Cette affaire est l'illustration du problème réel en France qui résulte de la disparition d'une personne, d'un adulte, car aujourd'hui, nous n'avons aucun système et dispositif législatif qui nous permettent de retrouver une personne dans les meilleurs délais quand elle disparaît. Maître Sylvie Novakovic obtient rapidement la nomination d'un juge d'instruction. La nomination d'un juge d'instruction dans la disparition d'un adulte est fondamentale puisqu'elle donne à la police tous les moyens d'investigation nécessaires à la recherche de cette personne. En d'autres termes, la recherche au niveau des appels téléphoniques, la recherche au niveau de l'interrogation des témoins, etc., etc., etc. Tous les moyens sont mis en œuvre. Le gros arsenal juridique et judiciaire est mis en œuvre grâce à cette nomination. Le 26 mai, un juge d'instruction est donc nommé. Il saisit la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. L'enquête sur la disparition de Bénédicte devient enfin une véritable enquête criminelle. Ça fait déjà 3 mois que Bénédicte a disparu. À partir des éléments recueillis sur le terrain par Roger-Marc Moreau, Sylvie Novakovic dresse la liste des actes d'instruction qu'elle va demander au juge. Donc je propose qu'effectivement, que l'on demande le listing de toutes les cabines téléphoniques, aussi bien sur la voie publique que dans les établissements et débits de boissons, et que l'on demande, effectivement, y a-t-il eu un appel passé par Bénédicte à l'un de ses proches? Tout à fait. Je suis sûre que tout partira bien. Dans les affaires de disparition, le rôle des médias n'est pas négligeable.
Les articles parus dans la presse peuvent parfois susciter des témoignages importants. Mais là, ce sont surtout des radiesthésistes et des médiums qui contactent les parents de Bénédicte. Tous proposent leur aide à titre bénévole. Tous ont dit que Bénédicte était vivante. Et dans ces cas-là, on se raccroche à chaque fétu de paille pour éviter le pire. Pour Michel Auffray du 9e cabinet, ces interventions n'amènent jamais rien à l'enquête. Est-ce que vous prenez en compte les avis des médiums et des radiesthésistes? Ah non, ça ce sont des gens que je ne supporte pas, qui se répartissent en deux catégories. Il y a les francs escrocs et ceux qui pensent véritablement détenir un pouvoir. Et franchement, je ne sais pas laquelle des deux catégories est la pire. Je n'ai jamais vu, et ça fait pourtant plus de 15 ans maintenant que je m'occupe de disparition, je n'ai jamais vu une personne comme ça donner un renseignement exploitable. Jamais. Les parents et les amis de Bénédicte gardent toujours l'espoir de la retrouver. Tous ont été entendus par les enquêteurs de la brigade criminelle. Maître Novakovic, vous êtes l'avocate des parents de Bénédicte. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enquête a avancé ? Alors l'enquête a bien entendu avancé. Depuis que la brigade criminelle a été saisie, vous avez des commissions rogatoires qui ont été ordonnées. Le juge d'instruction est très efficace et je suis très optimiste car aujourd'hui, premièrement, nous n'avons toujours pas retrouvé Bénédicte, soit, mais on n'a pas retrouvé son corps, ce qui veut dire que peut-être que Bénédicte aujourd'hui était vivante. D'ailleurs, on a plusieurs personnes qui ont déclaré avoir vu Bénédicte. Et on a l'espoir de retrouver cette jeune femme. On a l'espoir. Mais tout le problème est que cette mobilisation de la police est venue tardivement. Oui, elle est venue tardivement. C'est toujours le problème. La réalité de cette difficulté vient de la législation. Aujourd'hui, si un adulte disparaît, personne ne s'en inquiète. Alors quelqu'un va aller au commissariat et on vous dit « Attendez quelques jours, peut-être que la personne va revenir ». Première démarche. Deuxième démarche, le commissariat vous dit ensuite, allez à la préfecture. On va vous faire une recherche dans l'intérêt des familles. C'est quoi cette recherche dans l'intérêt des familles? C'est tout simplement un fichier central où on parle de la personne, on dit voilà, il y a telle personne qui est disparue et avis aux amateurs si vous la retrouvez. En fait, il ne se passe rien. C'est une fiche qui rentre dans une boîte, il ne se passe rien. Vous avez aussi le 9e cabinet. Alors le 9e cabinet, bien entendu, il fait en fonction de ses moyens. Il n'a pas les moyens aujourd'hui d'agir. Dans l'affaire de Bénédicte, entre la disparition qui date de février, 26 février, et la commission rogatoire, il y a eu 2 mois et demi qui sont passés. Vous imaginez bien que c'est dramatique, et encore. Les parents de Bénédicte, ils ont eu le réflexe de saisir un avocat. Mais beaucoup de familles n'en font pas autant. Et bien entendu, ils sont désespérés. Premièrement, par manque de moyens, par manque d'informations. Aucun commissaire leur dira, allez voir un avocat, déposez une plainte. Selon vous, que faudrait-il faire aujourd'hui pour améliorer la législation? Pour moi, c'est très clair. Il faut faire comme en matière de mineurs. Aujourd'hui, si un mineur disparaît, systématiquement, une commission rogatoire est ordonnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'immédiatement, une enquête est diligentée, vous avez la brigade criminelle qui est saisie et qui agit et qui est très efficace. Et vous voudriez que ça s'applique aux adultes? Il faut que ça s'applique aux adultes. Alors on va me sortir, ça je suis sûre, il y aura toujours des détracteurs qui diront « mais le droit à disparaître, qu'en faites-vous » Et là je leur réponds « lisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en article 4 qui précise expressément que la liberté de l'un s'arrête à la liberté de l'autre. On ne doit pas nuire à la liberté de l'autre. Il faudrait ajouter un alinéa qui dit que la personne qui a disparu volontairement et qu'on retrouve a le droit de dire « ne donnez pas mon adresse ». Mais au moins, on aura rassuré ces familles désespérées. Au moins, ces familles sauront que la personne n'est pas disparue, qu'elle est disparue. Certes, elle a souhaité disparaître, mais elle n'est pas morte, elle ne souffre pas, elle n'est pas séquestrée et ces personnes peuvent vivre à nouveau dans la quiétude. Il arrive aussi que des personnalités disparaissent. L'enlèvement bidon, par exemple, de Jean Edernalier, ou plus grave, la disparition du pasteur Doucet. C'est une affaire que vous connaissez bien, Dominique Rizet. Vous nous rappelez qui était le pasteur Doucet? Le pasteur Doucet, c'était une personnalité à plusieurs titres. C'était un pasteur homosexuel qui revendiquait haut et clair son homosexualité. Il avait procédé à des unions d'homosexuels.
Il avait ouvert à Paris le centre du Christ libérateur où il recevait les minorités sexuelles, des homosexuels, mais aussi des sadomasochistes, des pédophiles. Et il avait ouvert aussi une librairie à Paris. Alors dans quelles conditions disparaît-il? C'était en 1990. C'est le 19 juillet 1990, vers 20h30. 3 hommes se présentent au domicile du pasteur Doucet. Il habite dans le 17e arrondissement. Il est là avec son ami, Guy Bondard. Les 3 hommes sonnent, le pasteur Doucet leur ouvre la porte et selon le témoignage de Guy Bondard, son ami, les hommes auraient présenté des cartes de police, des cartes tricolores. Il part avec eux après avoir emporté son portefeuille, son peigne et un agenda et on n'aura plus jamais de nouvelles de lui. C'est un vrai mystère. Est-ce qu'il est mort? Il est mort. On a retrouvé son corps 5 mois plus tard, le 17 octobre, dans la forêt de Rambouillet. Entre-temps, on apprend que les renseignements généraux de la préfecture de police de Paris travaillaient autour de la librairie du centre du Christ libérateur. Il était sous surveillance. Il était sous surveillance. On le soupçonnait de vendre des revues pédophiles. Une enquête est ouverte. Les inspecteurs des renseignements généraux sont entendus par la brigade criminelle. Le chef de groupe, qui s'appelle Jean-Marc Dufour, l'inspecteur Dufour, est soupçonné. C'est le suspect numéro 1. Et on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, dans quelles conditions a disparu le pasteur Doucet. En tout cas, on ne prouvera jamais que c'était l'inspecteur Dufour et ses hommes qui l'ont emmené. On ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Sa disparition reste aujourd'hui encore, et sa mort, un véritable mystère. Et le dossier aujourd'hui est clos? Le dossier est clos. Sur un mystère? Sur un mystère. Aujourd'hui, au-delà de la police et de la gendarmerie, les enquêtes sur les affaires de disparition non élucidées mobilisent des moyens nouveaux. C'est ce qui se passe par exemple dans l'affaire de Lyon. Depuis 20 ans, des jeunes filles disparaissent sans laisser de traces dans la région d'Auxerre. Et c'est une association qui se mobilise pour retrouver leurs traces. Christine Marlot, Chantal Gras, Bernadette Lemoine et Madeleine de Juste. La sœur de Bernadette, on rajoute Françoise Lemoine. Voilà. On rajoute Martine Renaud. Et on rajoute la petite Weiss. Qu'est-ce que ces jeunes filles avaient toutes en commun? Eh bien, elles étaient toutes de la région d'Auxerre, très proches. Elles étaient toutes issues de la DAS. Elles avaient toutes à peu près le même profil psychologique, fragile, légère déficience mentale. Elles ont disparu à quelle époque? Elles ont disparu entre 77 et 79. Le 12 décembre dernier, ce retraité d'apparence paisible, Émile Louis, avoue. C'est lui qui a tué ces 7 jeunes femmes disparues depuis 20 ans. Grâce à ces indications, 2 corps sont retrouvés dans les jours qui suivent. Les pires craintes de Pierre Maunoir et de l'Association des familles viennent de se réaliser. Eh bien, écoutez, ça crédibilise l'action de l'association depuis 1992, puisque personne ne nous croyait, tout le monde nous prenait pour des paranos. Eh bien, malheureusement, les faits sont là. Pierre Maunoir et Aurélie Thirion sont à la tête d'une association de défense des handicapés. Ils ont chacun une sœur ou un frère déficient mental. Jamais ils n'ont cru à la thèse officielle, la fugue, pour expliquer la disparition de ces jeunes filles. Quand on a des gamines qui ont entre 50 et 60 de QI, elles peuvent pas penser à une fugue parce qu'il y a plein de choses à penser, c'est-à-dire l'itinéraire, les maisons d'accueil, elles ne pouvaient pas fuguer. Et si effectivement on a des cas de signalisation de fugue, c'est à 100 mètres, c'est caché derrière le marronnier, elles ne pouvaient pas fuguer. Tout le monde devait s'en inquiéter, que ce soit les instituts, la DAS, tout le monde devait s'en occuper. Comment vous l'expliquez que personne ne se soit inquiété? Parce que c'était facile. C'était facile, après tout. C'était que des, entre guillemets, que des filles de la DAS. Elles étaient toutes déficientes. Bon, ça dérange qui? Au départ, cette affaire de disparue n'est qu'une rumeur qui court la ville d'Auxerre. On parle de 4 jeunes femmes handicapées légères parties du jour au lendemain d'un institut médico-éducatif. Par ailleurs, une affaire d'agression sexuelle sur mineurs vient d'y éclater. Les familles s'inquiètent pour leurs enfants. Pierre Maunoir alerte l'administration, les élus locaux. Sans résultat. Pour savoir si ces disparitions sont réelles ou non, il décide en 1996 de porter l'affaire sur la place publique et participe à une émission de télévision.
Et là, coup de massue. On dit que le dossier est vide et qu'il n'y a rien dans ce dossier. Alors, un petit peu solennellement, ce soir, je voudrais quand même dire à ceux qui nous regardent que nous sommes en mesure, après l'enquête que nous avons menée, ici à Perdu de Vue, de confirmer, en tout cas, la réalité d'un certain nombre de ces disparitions. Et l'information coup de masse, c'était la crédibilisation qu'effectivement, il y avait 4 jeunes filles de la DAS qui avaient disparu, plus 3 autres, plus un cadavre qui avait été retrouvé et dont l'assassin n'a jamais été retrouvé, lui. Donc l'affaire était plus importante. L'affaire était beaucoup plus importante et c'était effectivement, comme certains l'ont cité dans la presse, une affaire du trou à la française. Enfin, les langues se délient. Grâce à la télé, on retrouve les familles des jeunes filles. Des témoins précisent les circonstances de leur disparition. Un gendarme, l'adjudant Jambert, a déjà mené une enquête sur ces disparus, à la fin des années 70. À l'époque, Jacques Moreau est assesseur auprès du tribunal pour enfants. C'est lui qui met Jambert sur la piste de ces disparitions suspectes. Il alerte le gendarme sur l'absence inexpliquée d'une jeune femme de la DAS. Sylviane Lesage n'a pas donné signe de vie depuis 3 mois. Mais comme elle est majeure, Jacques Moreau doit insister pour que la gendarmerie enquête. Alors monsieur Jambert m'envoyait littéralement promener à chaque fois parce qu'il était obsédé par l'identification d'un cadavre qu'il avait sur le dos et ses supérieurs lui faisaient des misères parce qu'il n'arrivait pas à l'identifier. J'ai été ferme et j'ai dit, monsieur Jambert, cette fois il faut vous occuper de ce dossier. Ça commence à bien faire, vous me sortez toujours que votre cadavre, vous ne pouvez pas l'identifier, mais moi, vous allez peut-être en avoir un deuxième à identifier sur le dos. Parce que voilà ce que je viens de découvrir et je trouve que c'est vraiment scandaleux qu'on ne s'occupe pas d'une disparue comme ça. Ça fait 3 mois que ça dure, ça ne peut pas durer ce truc-là. Alors il m'avait dit d'un seul coup, comme une idée de génie, mais pourquoi pas, monsieur Moreau, pourquoi pas, est-ce que votre recherche ne correspondrait pas à l'identité de mon cadavre? Pourquoi pas? L'intuition du gendarme est juste. Le corps découvert dans ce champ, dissimulé sous un tas de fumier, bâillonné, pieds et poings liés, est bien celui de Sylviane Lesage. La comparaison des empreintes dentaires est sans équivoque. L'adjudant Jambert soupçonne un homme de l'entourage de la jeune femme, un chauffeur de car, qui serait son amant. Cet homme, c'est Émile Louis. Chaque jour, il transporte de jeunes handicapés de leur famille d'accueil aux instituts spécialisés. Et il sait se faire apprécier. Il avait un verbe très agréable, il était très convaincant, très gentil, très doux, très calme. Je me souviens d'une disparue à qui il avait dit « J'ai rencontré ta mère, ta vraie mère, si tu veux, je t'emmènerai la retrouver. » Elle lui a offert des bonbons, la jeune fille était en confiance, c'était une jeune fille qui avait 16 ans. Elle l'a suivi les yeux fermés, hein. On ne l'a jamais revu d'ailleurs, mais enfin ça s'est passé comme ça. Le gendarme découvre alors une série de disparitions dans les instituts médico-éducatifs de la ville. Le profil des victimes est identique, et surtout elles connaissent toutes le même homme. On est à la fin des années 70. Jacqueline Weiss, par exemple, est hébergée dans la famille d'Émile Louis. C'est lui qui l'emmène à la gare d'Auxerre en avril 77 pour prendre un train. Elle n'arrivera jamais à destination. La même année, les sœurs Lemoine, Françoise et Bernadette, se volatilisent d'une chambre d'hôtel réservée par le chauffeur de car. Il reconnaît même avoir été l'amant de l'aînée, Françoise. Cet homme est aussi très ami d'une 4e disparue, Chantal Gras. Il l'a déposée un soir chez sa nourrice à Villefargeau. Elle sort se promener, elle ne rentrera plus. Placé en garde à vue, Émile Louis nie toute implication dans la disparition des jeunes handicapés et le meurtre de Sylviane Lesage. Par contre, il avoue violer les enfants de la DAS hébergés chez lui. Il est condamné à 4 ans de prison. Jambert, lui, continue ses investigations. En 1984, le gendarme remet au tribunal d'Auxerre un dossier d'enquête préliminaire accablant pour Émile Louis. Dans ce dossier d'enquête préliminaire, il y avait 7 disparus, et sur les 7 disparus, ce chauffeur de car était impliqué. À chaque fois qu'il y avait une disparue, le chauffeur de car était la dernière personne qui avait été vue avec la disparue. Pourtant, aucune instruction n'est ouverte par le tribunal. Le dossier des disparus est classé sans suite. L'enquête n'a pas pu aller plus loin, mais l'adjudant Jambert était tellement convaincu et tellement motivé pour cette affaire
a continué à titre tout à fait personnel, sans le concours de la justice, à surveiller et à enquêter discrètement sur ces 7 disparus. Et il a fait ça jusqu'à sa mort. C'était une véritable obsession pour lui, car il était convaincu de la réalité et de son jugement sur cette affaire. 15 ans plus tard, grâce au combat d'une association relayée par la télévision, l'enquête du gendarme ressurgit et cette affaire de disparu éclate au grand jour. Cette fois, la justice est saisie. L'association de défense, emmenée par Pierre Maunoir, se constitue partie civile et porte plainte. Nous avons déposé une plainte pour séquestration arbitraire au tribunal d'Auxerre. Cette plainte n'a pas été reçue de la part du doyen des juges d'instruction. Nous sommes allés en cour d'appel à Paris parce que ça nous paraissait complètement scandaleux, je veux dire, qu'encore une fois Auxerre ne fonctionne pas. Et nous sommes allés donc en cour d'appel. En cour d'appel, nous avons été entendus. Le doyen des juges d'instruction a eu obligation d'instruire. Mais quelques jours avant d'être entendu par le juge d'instruction, l'adjudant Jambert se suicide. Les gendarmes parisiens repartent à zéro. Sur le terrain, dès l'automne 97, ils commencent à fouiller les lieux de pêche fréquentés par Émile Louis. Ils sont à la recherche de corps. Depuis ce matin 9h, les enquêteurs fouillent la cave d'un cabanon, aujourd'hui en ruine. Que venait faire le témoin ou le suspect numéro 1 quand il venait dans ce cabanon? Écoutez, comme dans tout cabanon, se reposer, pêcher, puisque je vous ai dit qu'il aimait la pêche, et puis être parfois en galante compagnie. C'est son droit le plus absolu, mais ce qui est moins son droit, ce serait si ça avait bifurqué, et si on était entré dans des scènes de torture. Il y en a eu, je ne dis pas, attention, nous précisons bien que ce soit lui, mais on sait qu'il y a eu des scènes de torture à cet endroit. Ces fouilles ne donnent rien. Aucun ossement humain n'est retrouvé. Mais il existe d'autres pistes. Et n'oubliez pas que les fouilles, c'est une chose, mais ce qui est encore plus important, ce sont les vêtements qui ont été retrouvés. C'est tout simplement la fille du chauffeur du car qui a découvert un jour, dans une petite caisse, des vêtements. Il y avait un manteau, il y avait des chaussures, il y avait une culotte, il y avait des machins comme ça. Bon. Eh bien, ce manteau-là a été reconnu comme ayant appartenu à l'une des disparues. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Les indices s'accumulent. Après 3 ans et demi d'enquête et plus de 1000 procès-verbaux, les gendarmes arrêtent Émile Louis et l'interrogent. L'homme avoue les 7 meurtres de disparus. Il indique les endroits où il a enterré les corps. 4 jours plus tard, un premier squelette est mis à jour, puis un second. L'endroit indiqué par Louis-Émile se situe entre les 2 arbres. Nous avons trouvé des vêtements dans ce secteur. Et à quelques dizaines de mètres sur votre droite, à ma gauche, nous avons retrouvé les ossements. L'expertise génétique permet d'identifier les corps. Il s'agit de Madeleine Dejuste et de Jacqueline Weiss, toutes 2 disparues en 1979. Depuis, Émile Louis est revenu sur ses aveux. Il nie maintenant avoir tué les jeunes femmes et dit avoir seulement été témoin de leur enterrement. C'est pour les indications d'Émile Louis, les lieux et les noms qu'ont été retrouvés les squelettes. Donc il faudra bien qu'il s'explique là-dessus. Mais c'est un drame pour les familles, d'abord parce qu'elles avaient toujours l'espoir de les retrouver vivantes, malgré qu'elles n'en avaient plus, mais il y a toujours au fond de la personne humaine un espoir. Et puis maintenant un drame pour les autres familles, puisqu'elles voudraient bien savoir ce que sont devenus les leurs. Paradoxe, retrouver tous les corps des disparus pourrait jouer en faveur du suspect numéro 1. L'association des familles et leur nouvel avocat, Maître Seban, sont confrontés à un sérieux obstacle juridique, la prescription. Pour les crimes, la prescription est de 10 ans. Si la justice ne se manifeste pas dans ce délai après un meurtre, le meurtrier ne peut plus être poursuivi. C'est bien évidemment quelque chose qui m'effraie. Ça serait tuer une 2e fois la mémoire de ces jeunes filles. Ça serait dire que leur vie était à ce point peu de choses que la justice de ce pays ne s'est pas donné les moyens de trouver le coupable et de le condamner, de le juger. Donc oui, c'est quelque chose qui m'effraie terriblement. Émile Louis sera-t-il jugé pour les crimes qu'il a avoués? La bataille juridique sur cette question de prescription ne fait que commencer. Les familles des disparus sont inquiètes, même si leur combat est reconnu aujourd'hui au plus haut niveau de l'État.
Il y a bien évidemment dans cette affaire à la fois une faute lourde qui a été reconnue par Madame Lebranchu de l'État, de la justice. Il y a très certainement une faute non négligeable, c'est ce qui ressort des rapports de l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, une responsabilité non négligeable à la fois des gens qui géraient ces instituts, mais aussi des tutelles, mais aussi de la DAS, qui n'a pas pris toute la mesure de ce qui se passait dans les institutions de Lyon à l'époque et de l'importance de ces disparitions. On n'est pas là non plus pour juger, on n'est pas là pour avoir un esprit de revanche. On veut que les gens qui ont dysfonctionné ou qui ont fait des choses graves soient écartés. C'est à la justice de régler après le problème. Car aujourd'hui encore, ce sont les mêmes personnes qui sont à la tête des instituts où se trouvaient les jeunes filles disparues. Quelles sont leurs responsabilités? Comment expliquer leur silence pendant 20 ans? Celui de la DAS, de la justice, des élus locaux. Simple négligence ou complicité? Bien des questions restent sans réponse. Bien des zones d'ombre restent à éclairer. À Auxerre. Si certaines personnes disparaissent contre leur gré, d'autres organisent leur fuite et se cachent, souvent pour échapper à la justice. Et c'est le cas d'un disparu célèbre, Paul Touvier, que vous connaissez bien, Jean-Louis Recordon. Tout à fait. Paul Touvier, accusé d'avoir exécuté, torturé, déporté des dizaines et des dizaines de juifs sous l'occupation nazie. En 1988, vous êtes colonel de gendarmerie, vous êtes chargé de l'enquête. Et lorsque vous arrivez à la tête de l'enquête, le dossier est épais. Et à la lecture de ce dossier, vous allez avoir un déclic. Alors, il s'agissait d'un dossier tout à fait volumineux, près d'1 mètre cube de papier. Et effectivement, à l'occasion de cette analyse du dossier, il m'est apparu un dénominateur commun, le rôle qu'avait exercé le clergé, ou tout au moins une association qui s'appelait les Chevaliers de Notre-Dame. Moi, je m'étais intéressé donc à ces ecclésiastiques et je suis allé à la procure à Paris, où j'ai acheté tout simplement l'annuaire des congrégations religieuses. Quelle n'a pas été ma surprise également de constater que les Chevaliers de Notre-Dame de 1944, 43-44 existaient toujours, mais sous une autre forme, et étaient animés en particulier par un abbé qui s'appelle Don Gérard Lafont, qui était le supérieur du monastère de Wisques. Et pour moi, ça a été effectivement le déclic. C'est là où, effectivement, j'ai décidé d'orienter les investigations du personnel de la section de recherche de Paris. Vers l'Église catholique, mais ça va se concrétiser comment? Un certain nombre de mes enquêteurs se sont présentés en qualité de civils, en qualité de citoyens aux portes des monastères, ont demandé à y être hébergés et, au sein de ces monastères, se sont simplement bornés à observer ce qui s'y passait. Ils ont fait des retraites pour les besoins de l'enquête. Absolument, dans des monastères d'hommes comme dans des monastères de femmes. Les gendarmes avaient infiltré ce milieu de façon à se rendre compte et tout au moins à essayer de bien comprendre comment on pouvait vivre et si des laïcs vivaient à l'intérieur de ces monastères. Comment se passe l'arrestation du milicien Touvier? Nous avons commencé notre affaire au monastère de Wisques, donc dans le Pas-de-Calais, puisque c'était là où résidait Don Gérard Lafont, le patron donc, du groupe des Chevaliers de Notre-Dame. La perquisition, l'audition de l'ecclésiastique nous a donné quelques indications qui nous ont amenés sur Saint-Mandé, où nous avons interpellé un des responsables du groupe des Chevaliers de Notre-Dame, qui, entre parenthèses d'ailleurs, était un ancien Waffen-SS. Lui-même, placé en garde à vue, nous a donné quelques indications qui nous ont conduits sur Versailles, où, chez un officier retraité de l'armée, nous avons trouvé un autre maillon de la chaîne qui nous ramenait sur Paris, chez une personne qui organisait la collecte de l'argent destiné à subvenir aux besoins de la famille Touvier. Et à partir de là, j'ai obtenu une nouvelle information comme quoi Touvier pouvait se trouver dans un monastère dans la région de Châteauroux, Mazières-en-Brenne. Et là, nous sommes allés avec une équipe d'enquêteurs au monastère où nous avons perquisitionné. Et dans le parc du monastère, j'ai découvert les malles et les archives de Paul Touvier qui étaient dans un pavillon.
Qu'y avait-il dans ces mails et ces archives? La première chose qui nous est apparue lorsque nous avons ouvert les malles qui étaient fermés à clé, cadenassés, c'était les insignes nazis, les croix gammées qui apparaissaient à l'évidence. Il avait tout gardé. Il avait tout gardé. Et c'est là, en interrogeant l'abbé qui était responsable de ce monastère, qu'il nous a dit que Paul Touvier était vraisemblablement à l'heure actuelle au prieuré Saint-Joseph à Nice. J'ai eu l'information, il était minuit. Et faute d'autres moyens, nous avons pris la route avec une équipe d'enquêteurs en direction de Nice. Foi de quoi, lorsque je suis arrivé donc, au prieuré Saint-Joseph à 8 h du matin, effectivement, les gendarmes niçois étaient en position. J'ai frappé à la porte du monastère, un ecclésiastique m'a ouvert, et lorsqu'il m'a vu en uniforme, et lorsque je lui ai dit que je venais chercher Paul Touvier, il a eu un regard vers l'escalier, j'ai compris tout de suite que c'était là-haut que cela devait se passer. Et effectivement, au bout d'un long couloir, dans une chambre, un de mes enquêteurs s'est arrêté dans l'entrebâillement de la porte, et là j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai fait 2 mètres et j'ai vu Paul Touvier en pyjama au pied de son lit, la brosse à dents à la main, bien sûr surpris de nous voir arriver. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a manifesté à ce moment-là? Une énorme surprise. Je pense que Paul Touvier, quand il nous a vus mal rasés, un peu défraîchis par le voyage et la nuit, a eu peur pour sa sécurité. Je pense qu'il pensait que c'était peut-être de faux gendarmes qui venaient peut-être pour l'exécuter. Pour l'officier de gendarmerie que vous étiez, c'était la fin d'une enquête qui a marqué votre carrière? Oui, parce que l'arrestation de Paul Touvier, qui était recherché depuis une 40aine d'années, beaucoup de police avaient travaillé sur ce dossier, sans succès. C'était un challenge. Paul Touvier arrêté, que s'est-il passé ensuite, Jean-Louis Recordon? Paul Touvier a été traduit devant la cour d'assises de Versailles. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crime contre l'humanité, incarcéré bien évidemment, et il est mort en prison il y a quelque temps. Malgré les moyens mis en œuvre, certaines affaires resteront peut-être pour longtemps, voire pour toujours inexpliquées. Dominique Rizet, vous avez enquêté pour le Figaro Magazine depuis le début sur la disparition de la famille Godard. C'est l'un des faits divers les plus fascinants de ces dernières années, mais le mystère est là, entier. L'affaire Godard, c'est l'histoire d'une famille tout entière qui a disparu en mer et qui est devenue le feuilleton médiatique. Avec un rebondissement ces derniers mois. Oui, la découverte en mer, au large de Saint-Malo, par un chalutier, d'un crâne humain qui serait, selon toute vraisemblance et selon les analyses, celui de Camille, la fille du docteur Godard. C'est sur ce ponton du port de plaisance de Saint-Malo que démarre l'énigme de la disparition du docteur Godard, de sa femme Marie-France et de ses 2 enfants, Camille et Marius. Plaisancier, le docteur a loué un voilier pour une période de 5 jours. Le 6 septembre 1999, le loueur signale aux gendarmes la disparition du bateau. C'est une affaire que je connais bien par la force des choses parce que je m'y suis intéressé depuis le début. Je suis allé rencontrer les différents intervenants de cette affaire. Certains m'ont reçu, d'autres ont préféré ne pas parler. Et j'ai suivi tous les rebondissements et il y en a eu beaucoup dans ce dossier. Les gendarmes fouillent la maison du docteur. Ils trouvent des taches de sang, le sang de Marie-France Godard. La presse locale s'empare très vite de l'affaire. Le docteur est désormais l'homme le plus recherché de France. L'accident de navigation devient un meurtre, le plaisancier un assassin. La disparition devient un fait divers qui fait la une des journaux. C'est à partir de la maison de famille des Godard, à Tilly-sur-Seulles, dans le Calvados, que commence l'enquête des journalistes. C'est le maire du village lui-même qui nous ouvre les portes du jardin. Il tient à nous apporter des précisions sur certaines taches de sang qui ont été montrées dans les journaux. Comme vous le voyez, là, devant la porte-fenêtre, ces traces ne sont ni des traces de sang, ni autres traces de lutte, ce sont uniquement des traces de peinture qui ont été faites lors de la peinture des portes-fenêtres. Elles sont sur le ciment et n'ont même pas été lavées par les inondations de cet hiver. Malheureusement, je pense que les journalistes qui les ont photographiés à l'époque ont fabulé un peu sur le sang
aurait laissé Madame Godard à cette époque. Les gendarmes de la section de recherche de Rennes déploient les grands moyens. Première étape, retrouver le corps de Marie-France. Les nombreux étangs de la région sont systématiquement sondés. Les étangs de Plancry, c'est un endroit où l'on sait que le docteur Godard venait pêcher avec ses enfants. Et d'après les renseignements qui nous ont été donnés, c'est un endroit où il était la veille ou l'avant-veille de son départ. Le docteur Godard a disparu. Oui. On a bouclé la maison. Oui. Les gendarmes ont fait quelques perquisitions. 3. 3 perquisitions. On a bouclé la maison et ensuite? Plus rien. Je vais voir une dame qui s'appelle Bernadette. C'est la dernière personne, c'est la voisine du docteur Godard, c'est la dernière personne à avoir vu le médecin quitter Tilly-sur-Seul le 1er septembre 1999. Vous pensez qu'il reviendra? Est-ce que vous avez de l'espoir? Je pense de tout cœur et les enfants aussi. Comment vous avez vécu ça? Vous savez, tristement, parce que c'était des voisins charmants. Et les enfants, on avait l'habitude de les voir aussi. Il y a contradiction. Pour Bernadette Schall, la famille Godard est une famille sans histoire. Pourtant, tout le monde soupçonne le docteur d'avoir assassiné sa femme. C'est plus facile parfois pour un journaliste de la presse écrite de travailler parce que certains témoins sont prêts à nous parler mais refuseraient d'être filmés. J'ai retrouvé quelqu'un un témoin important qui avait été entendu par les gendarmes, qui dit avoir vu du sang qui coule près des sacs poubelles du docteur Godard. C'est-à-dire que le docteur Godard, en partant de chez lui, a laissé sa dernière poubelle devant chez lui, son dernier sac poubelle. Quelqu'un a vu du sang. Pardon, bonjour, on cherche monsieur. D'accord, sur la nationale, quand on arrive sur la nationale, à droite ou à gauche? Ok, merci. Bonjour, c'est moi qui ai téléphoné, je suis journaliste de la télévision, qui ai téléphoné il y a 4 ou 5 jours. Oui. Est-ce que ton papa est ici? Non, il n'est pas là. J'ai pu rencontrer ce témoin. Bien évidemment, il ne s'est pas laissé photographier, il ne se laisserait pas filmer par une caméra, mais pour moi, ce sera assez facile de le raconter, de l'écrire. Les gendarmes étudient des relevés de carte bleue d'Yves Godard. C'est ainsi, par exemple, qu'ils apprennent que la veille du départ, il a fait le plein dans cette station-service. Juste assez de carburant pour se rendre à Saint-Malo. A priori, impossible donc que le docteur ait pu faire un détour pour se débarrasser du corps de sa femme. Grâce au relevé de la carte bleue du docteur Godard, les gendarmes ont découvert que le 1er septembre, à 11h39, le médecin avait effectué des achats dans cette grande surface de Saint-Malo. Et grâce au relevé de carte bleue et aux détails, ils ont pu savoir que le médecin avait acheté des produits ménagers, une serpillière et du papier et des crayons sans doute pour faire dessiner ses enfants. Des hypothèses et des recherches qui ne mènent à rien. C'est ici, toujours au port de Saint-Malo, que l'on perd la trace de la famille Godard. Le 1er septembre 1999, il prend possession du voilier. Yves Godard vérifie ses instruments de navigation comme s'il partait pour un long voyage. Pourtant, les gendarmes ont étudié le carnet de rendez-vous du cabinet médical du docteur. Il affiche complet pour les jours qui suivent le départ. Le bateau prend le large, la météo est excellente. Le lendemain, 2 septembre, le Nick est contrôlé par une vedette de la douane. L'officier discute avec le docteur. À bord, il ne se souvient avoir vu qu'une seule autre personne, le fils, endormi dans la cabine. 5 septembre, l'annexe du voilier est retrouvée au large de l'île de Batz. On ne soupçonne alors qu'un simple accident de navigation. 16 septembre, au large de Cherbourg, des gilets de sauvetage sont récupérés. Le 23, c'est le canot de survie qui est identifié près des côtes anglaises. Les gendarmes étudient les courants et les marées pour déterminer le parcours du voilier disparu. 17 janvier 2000, un pêcheur remonte dans ses filets un sac de voyage qui contient les effets personnels de toute la famille, ainsi que tous leurs papiers. Seul manque le passeport du docteur. Une intrigue de plus pour les gendarmes. Avec la gendarmerie, j'ai des contacts officiels
par l'intermédiaire d'un service d'information et de relations publiques qui nous donne des informations auxquelles on a accès. Et puis j'ai aussi des relations officieuses avec des gendarmes, des relations que j'ai travaillées pendant des années. Alors évidemment, je ne peux pas en dire plus, mais ce sont des gens qui m'aident à travailler, à vérifier mes informations, à en obtenir d'autres, qui sont quand même des gens conscients du fait qu'une instruction est en cours et que tout n'est pas racontable. Mais c'est à moi ensuite de faire le tri et de donner raisonnablement des informations qui nuiront le moins possible à l'enquête. Alors dans l'affaire Godard, il y a 4 lettres anonymes. Les 2 premières ont été envoyées à la gendarmerie de Falaise, ici. Elles dénonçaient le docteur Godard comme ayant pris la fuite dans les îles Hébrides, à l'île de Man et dans l'île Lewis. La 3e parlait d'une secte et la 4e lettre anonyme dénonçait le corbeau. À partir de là, 5 personnes proches du docteur Godard, qui auraient pu être les auteurs des lettres anonymes, ont été soumises à des tests ADN et à des tests graphologiques. Parmi ces personnes, une amie proche de la famille, une voyante. Selon l'auteur de la dernière lettre anonyme, elle serait le corbeau. Les analyses ADN effectuées sur les précédents envois confirment que l'auteur des lettres est une femme. Merci. Vous avez eu des échos de l'histoire de l'affaire Godard? Bon, dites-moi alors, qu'est-ce que les gendarmes voulaient savoir quand ils sont venus vous voir? Ils m'ont dit on recherche qui peut être le corbeau, on cherche dans ses connaissances. Je me suis prêtée au jeu. Ils m'ont fait copier les lettres 5 fois, enfin 5 fois l'enveloppe, 5 fois les 2 lettres, vu qu'il y avait 2 lettres. Et après, ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour faire l'ADN. Comment ça s'est passé, ça? Oh bien, c'est un tampon qu'on met sur... Un tampon sur la gencive de gauche intérieure, un tampon sur la gencive de droite intérieure. Et puis voilà, c'est tout. Bon, moi, je n'avais rien à me reprocher. Je me suis prêtée à ça. Et puis donc, ils ont été très sympas. Ils ont vu que mon écriture ne correspondait pas, une chance pour moi. Étant donné que c'était une dénonciation, je pense que mon ennemi voulait me nuire et puis me voir enfermée derrière les barreaux. Enfin bref, je ne sais pas quoi. Vous êtes une voyante. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu le docteur Godard? Je suis comme tout le monde, j'ai entendu aux infos. Pour moi, je sens comme un rebondissement et vraiment l'épaississement du mystère. Les 9 gendarmes de la section de recherche de Rennes ne négligent aucune piste. Résultat, le corbeau les balade de l'île de Man au large de l'Irlande à l'île Lewis au nord de l'Écosse. Nous sommes le 21 octobre dernier. Les 3 gendarmes à la recherche du docteur Godard décollent de l'île de Man. Une nouvelle lettre anonyme leur indique que le médecin est vivant et qu'il est sur l'île Lewis au nord de l'Écosse. Les recherches avancent vite. Les premières informations en provenance de l'aéroport et du port sont négatives. Dans les registres de la capitainerie, aucun bateau pouvant correspondre n'est enregistré. Mais comme le dit le capitaine, Lewis est une île, on peut y débarquer n'importe où. Mai 2000, les enquêteurs font une nouvelle découverte. Le docteur possède un compte bancaire sur l'île de Madère, un paradis fiscal qui dépend du Portugal. Une commission rogatoire internationale est lancée par le juge. Si le compte parle, ce sera la preuve que Jean-Yves Godard est vivant. L'affaire prend à nouveau la première place dans les médias. L'espoir des gendarmes que ce compte bancaire portugais puisse parler. En clair, si des transactions avaient été effectuées ces derniers mois, retrouver la trace du docteur Godard, s'il est vivant, serait enfin possible. L'affaire Godard ne serait-elle après tout qu'une banale histoire d'évasion fiscale? Fausse piste. Le compte bancaire est totalement muet. Les gendarmes se sont-ils trompés en privilégiant la thèse de la fuite? L'avocat de la famille de Marie-France, lui, met en cause la médiatisation excessive de l'enquête. Comment la famille de Marie-France Godard vit-elle le manque, l'absence de Marie-France? L'affaire a été tellement médiatisée qu'il est pratiquement psychologiquement insupportable de vivre encore des mois, voire des années, l'ambiance de ce feuilleton détestable lorsque vous êtes membre de la famille, que vous n'avez plus de filles ni de petits-enfants, vous ne savez pas ce qui est advenu, lorsque vous n'avez plus de sœurs, lorsque vous êtes enfant de Marie-France Godard, vous ne savez pas où est votre mère. Donc, quelque part, la fin d'une espérance peut parfois générer un soulagement, quelque part. Le temps passe
l'espoir s'amenuise, même s'il est régulièrement relancé par la découverte de nouveaux indices. Un témoignage, Godard et sa famille auraient été vus sur l'île de Malte. Une découverte macabre, le crâne d'un enfant repêché dans la baie de Saint-Brieuc. Des documents bancaires appartenant à Yves Godard échouent sur une plage. Toujours rien de décisif. Les gendarmes, eux, poursuivent leur enquête. Nouveau rebondissement, le docteur Godard et ses enfants auraient été aperçus au printemps dernier en Crète. Les gendarmes s'apprêtent à se rendre sur place. Au fil de ces histoires de disparition, on voit bien que ce qui les rend toutes insupportables, c'est cet entre-deux. Le disparu n'est ni vivant ni mort, il est ailleurs, absent et en même temps présent à chaque minute de la vie de son entourage.